Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir en français sur Télé Liban. Israël a une nouvelle fois intensifié ses frappes sur la Mecca. Des cibles liées à la force Ar-Roudouane ont été visées sur fond de tensions régionales croissantes et de survol de drones au-dessus de la capitale. L'armée israélienne a mené des frappes aériennes contre plusieurs secteurs de la Mecca, notamment à Shmstar, Taraya, Britel, Wadi Ali, jusqu'aux abords de Baalbek, des localités connues pour abriter des installations stratégiques du Hezbollah. Les frappes ont visé des positions de la force Roudouane, une unité d'élite du parti. L'armée israélienne a affirmé que les sites détruits servaient à la préparation de futures opérations contre Israël. Elle accuse le Hezbollah de violer les engagements sécuritaires entre les deux pays et rappelle avoir éliminé plusieurs commandants de cette force en septembre dernier. Ces frappes ont causé la mort de 12 personnes, dont 7 de nationalité syrienne. 8 autres ont été blessés. Et pendant ce temps, des drones israéliens ont été repérés dans le Kesserouen, le Matan Beyrouth et sa banlieue sud. Pour la première fois depuis des années, le Parlement s'est réuni pour interroger formellement le gouvernement sur ses politiques. La session, marquée par des critiques croisées, a porté sur l'indépendance de la justice, le désarmement, la souveraineté, la situation économique et les réformes attendues. Les députés se sont réunis en séance plénière pour interroger le gouvernement sur ses politiques générales, une première depuis des années. La session s'est ouverte sous l'autorité du président du Parlement, Nabih Berri, qui a promis que de telles séances auront désormais lieu toutes les 3 réunions. Le vice-président Elias Boussab a déclaré « Ce débat n'a pas eu lieu depuis très longtemps. Il est temps d'instaurer une culture d'interrogation. » Les échanges ont vite tourné à la confrontation politique. Joubran Bassil, Georges Adouane, Michel Maouad, Bilal Abdallah ou encore Fouad Makhzoumi ont tous exprimé leur frustration. Pas de plan économique, pas de réforme, un pouvoir toujours divisé. Georges Adouane a explicitement souligné « Sans calendrier pour restaurer l'autorité de l'État, les réformes resteront vaines ». Plusieurs députés ont critiqué l'absence d'une stratégie claire de la part du gouvernement, qu'il s'agisse du sort des dépôts bancaires, de la réforme judiciaire ou du monopole des armes. Michel Maouad a dit « Nous avons une opportunité historique de rebâtir un vrai État, sinon c'est le risque de l'isolement total. » Le désarmement du Hezbollah et l'avenir du dialogue national ont aussi été au cœur des tensions, avec des appels à rendre l'État maître exclusif de la sécurité et des armes. Fouad Makhzoumi a insisté. Il faut une capitale sans armes, il faut faire appliquer l'accord de Taïef. Des accusations, des constats amers, mais peu de réponses concrètes jusqu'à nouvel ordre. En Syrie cette fois, les forces gouvernementales syriennes sont entrées à Souaïda, ville à majorité druze, après 2 jours d'affrontements sanglants. Le ministre syrien de la Défense, Mouraf Abou Kasra, a annoncé un cessez-le-feu total conclu avec les notables de la ville après de violents combats opposant forces gouvernementales et factions druzes. Les chefs spirituels de la communauté druze ont appelé à éviter tout affrontement et Israël de son côté a frappé des positions syriennes dans la région, refusant toute présence militaire dans le sud du pays. L'armée gouvernementale est entrée dans Souaïda, fief druze, historiquement autonome, après 2 jours d'affrontements intercommunautaires meurtriers. C'est une première depuis des années. Les forces syriennes entrent dans la ville, bien qu'un couvre-feu total ait été décrété, de violents affrontements se poursuivent. Les forces syriennes peinent à reprendre le contrôle après une centaine de morts dans les combats entre tribus bédouines et factions druzes. Les chefs religieux druzes ont appelé leurs fidèles à déposer les armes et éviter l'escalade. Dans un communiqué, ils ont demandé aux factions locales de ne pas résister et de remettre leurs armes pour éviter un bain de sang. Mais l'équilibre reste fragile. Israël a annoncé avoir frappé plusieurs chars syriens dans la région sous haute tension.
L'Union européenne se retrouve face à un dilemme stratégique. Malgré un rapport accablant sur des violations des droits humains à Gaza par Israël, les 27 hésitent à activer les sanctions prévues par leur accord d'association. En coulisses, l'espoir d'un meilleur accès humanitaire semble freiner toute mesure coercitive. À Bruxelles, les chefs de la diplomatie des 27 pays de l'Union européenne se réunissent pour discuter d'un sujet explosif. Faut-il sanctionner Israël pour ses actions à Gaza? Un rapport confidentiel de la Commission européenne affirme que l'État hébreu a violé l'article 2 de l'accord d'association avec l'Union européenne en manquant à ses engagements en matière de respect des droits humains. Mais à Bruxelles, la prudence semble l'emporter. Un nouvel accord entre Bruxelles et Israël prévoit un accroissement notable de l'aide humanitaire à Gaza. Plus de points de passage, davantage de camions et un accès facilité aux boulangeries et cuisines publiques. Une avancée saluée, mais encore très fragile. Kaja Kallas, chef de la diplomatie européenne, estime que ce sont des signes encourageants, mais qui cela reste loin d'être suffisant. Côté israélien, aucune inquiétude apparente. Le ministre des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a affirmé depuis Bruxelles qu'il ne s'attendait à aucune mesure punitive. Mais cette position ne fait pas l'unanimité. Des pays comme l'Espagne ou l'Irlande dénoncent ouvertement ce qu'ils qualifient de génocide à Gaza. D'autres, comme l'Allemagne, restent fermes sur le droit d'Israël à se défendre. Alors que les divisions persistent, une chose est certaine, l'Union européenne peine à parler d'une seule voix. Et derrière les mots, les actions se font toujours attendre. Les ministres européens tenteront dans les prochains jours d'évaluer les progrès humanitaires réels avant de se prononcer. Mais pour beaucoup d'observateurs, l'heure des décisions concrètes semble encore bien loin. Des pluies torrentielles ont provoqué des inondations majeures à New York et dans le New Jersey. Transport paralysé, stations de métro submergées, routes impraticables. Les autorités ont décrété l'état d'urgence dans plusieurs zones. Aucun décès n'a été signalé, mais les dégâts relancent de débats sur la résilience urbaine face au changement climatique. New York est paralysé par les eaux. Dans la nuit de lundi à mardi, des pluies diluviennes ont provoqué des inondations spectaculaires, bloquant rues, métros et aéroports. Dans le New Jersey, même scène, l'état d'urgence a été décrété dans plusieurs régions. Les habitants ont été appelés à rester chez eux. Une résidence de Newark raconte: l'eau montait vite, en 10 minutes, notre sous-sol était complètement inondé. Le métro new-yorkais a été fortement touché, notamment à Chelsea et dans le sud de Manhattan. Plusieurs lignes ont été suspendues. Dans les aires même chaos, les aéroports JFK, LaGuardia et Newark ont temporairement suspendu leur vol. Selon les services météo, jusqu'à 45 mm de pluie sont tombés en 2 heures sur New York. Dans certaines zones du New Jersey, les cumuls atteignent 150 mm. L'eau commence à se retirer, mais les transports restent partiellement paralysés et plusieurs routes sont toujours impraticables. Les autorités évaluent les dégâts et relancent la réflexion sur la gestion des catastrophes climatiques en zone urbaine. Et enfin, face aux étés de plus en plus étouffants, l'éventail s'impose comme l'accessoire pratique, élégant et résolument tendance. À Madrid, où les vagues de chaleur deviennent la norme, ce petit objet pliable séduit toutes les générations, des puristes aux fashionistas. Une brise dans la fournaise madrilène. L'éventail, accessoire historique et souvent relégué au folklore, revient en force dans les rues et les transports de la capitale espagnole. En plein mois de juillet, la chaleur est suffocante. Mais certains ont trouvé une arme redoutable contre les températures extrêmes. Rosa Núñez est retraitée. Elle dit: « J'ai un ventilateur à pile, mais il est à plat. L'éventail, lui, ne me lâche jamais. » À la Casa de Diego, institution madrilène vieille de 2 siècles, les modèles se comptent par milliers. Petits, colorés, luxueux ou de poche, jusqu'à 6 000 € pièce. Le propriétaire de la boutique, Arturo Lerendi, raconte: « Aujourd'hui, tout le monde en veut. Il fait plus chaud, même ailleurs en Europe. Et ce n'est pas un simple outil. L'éventail devient un message, un style. » La journaliste Erika von Berliner déclare:
C'est beau, élégant et si vous savez bien le manier, c'est très chic. À Madrid, Olivier Berdou réinvente l'objet. Ses clientes, Rosalia, Madonna, Eva Longoria. Sa recette, sensualité et artisanat. Rien que le geste d'ouvrir l'éventail, ça attire les regards. Et moi, je conseille de vaporiser du parfum dessus. Dans le métro, c'est magique, s'exclame-t-il. Élégant, pratique, écologique, l'éventail coche toutes les cases de la modernité à condition de savoir le manier avec panache. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité et à très bientôt.